D'abord, je confirme votre diagnostic. La défiance est extrême. Et c'est maintenant devenu une expression courante que de parler de classe politique. Croyez que je suis le premier à en souffrir, je n'appartiens pas à la classe politique et pourtant c'est de cette façon que je suis perçu. Les élus politiques ne devraient pas constituer une classe, mais j'en conviens, ils constituent une caste, enfermée entre elles-mêmes et peu encline à remettre en cause les raisons pour lesquelles le peuple vient à se détourner, non par indifférence, mais par mépris d'institutions auxquelles il ne croit pas. Et son abstention massive est un acte de colère. Il ne sert à rien de prendre des airs supérieurs et de vouloir lui faire la leçon, de l'admonester en permanence et d'utiliser le mot même de peuple comme un repoussoir. N'ai-je pas été qualifié de populiste, mot qu'un maçon bien connu, Alexandre Dorna, a traité dans un de ses ouvrages en montrant qu'il n'avait aucun contenu particulier, que s'il y avait une phénoménologie des populismes, il n'y en a pas de définition. N'ai-je pas vu confondre ma dénonciation de l'oligarchie avec celle des élites? Mais je n'ai jamais dénoncé les élites. La classe ouvrière, les ouvriers hautement qualifiés, les intellectuels, les ingénieurs, les architectes, dont je me réclame en permanence, sont les élites du pays. Mais c'est une habileté de l'oligarchie de se faire prendre pour une élite, alors qu'ils sont seulement les enfants du hasard ou des combines. Quel est le mérite de tels grands héritiers, de telles grandes et importantes sociétés connues de ce pays? Qu'a-t-il fait, à part se donner le mal de naître, dans le bon berceau, au bon moment, comme sous l'Ancien Régime? Quel est le mérite de tant et tant de puissants qui ne sont pas donnés d'autre peine pour y parvenir? Allons, faisons le tour des très puissants et on s'apercevra que pour l'essentiel, il s'agit de la reproduction d'une caste sociale. Oui, je dénonce l'oligarchie et mon projet politique est de l'abattre, politiquement, et de lui substituer à la place le pouvoir citoyen du grand nombre. Cela est vrai partout. Je plaide donc pour une démocratie sociale, vous le savez, pour que, selon le mot de Jean Jaurès, on en finisse avec cette situation qui a vu le français rendu roi dans la cité et laissé serf dans l'entreprise. Je plaide pour une démocratie environnementale qui donne le droit à chacun d'entre nous de participer à la définition de ce qui est le bien commun pour l'écosystème. Je plaide pour une refondation de la République à travers la Sixième République. Mais après tout cela, je vous dirais que le peuple et le grand nombre ne se nourrissent pas de théories abstraites. La révolution citoyenne, telle qu'elle a commencé dans les pays d'Amérique du Sud, telle qu'elle a commencé dans les pays du Maghreb, n'a pas commencé pour exécuter un plan qui lui serait venu de je ne sais quel colloque savant. Il s'est mis en mouvement pour régler des problèmes concrets, parce que les oligarques et leurs marionnettes politiques se révélaient incapables de faire fonctionner la société et de répondre à des besoins élémentaires. Et alors on croit que c'est le fait de peuples exotiques, parce qu'avec une certaine prétention, on se tient à distance de la condition des Tunisiens, des Égyptiens, et on me dit ce n'est pas la même chose. Merci, je suis au courant. Je sais bien que ce n'est pas la même chose. Mais il y a les caractéristiques communes partout, des populations frappées par le précariat, qui met l'ingénieur dans la même situation sociale, même si ce n'est pas dans les mêmes revenus, certaines fois que l'ouvrier du rang, précaire, créant ainsi une espèce de catégorie transversale qui fait exploser de l'intérieur les relations sociales. Ou bien une masse énorme de jeunes gens très hautement qualifiés, employés à des emplois où ils sont surqualifiés. Ces frustrations existent dans notre propre société. Et on aurait bien tort de croire que l'oligarchie familiale tunisienne ou la clique qui entourait Moubarak seraient des objets seulement visibles à l'extérieur et que nous en serions, nous, exempts. Ce n'est pas vrai. Nous sommes, nous aussi, dominés par une oligarchie. Et il faut qu'elle s'en aille.
Le mot d'ordre qui tient lieu de titre à mon livre, qu'ils s'en aillent tous, est un mot d'ordre venu des révolutions d'Amérique du Sud. Je n'ai qu'un regret de ne pas avoir suivi celui que me proposaient des camarades et des amis plus enthousiastes que moi et qui me disaient plutôt que qu'ils dégagent tous, que se vayan todos, en espagnol, mot d'ordre entendu dans toute l'Amérique du Sud, ils me proposaient d'écrire qu'ils dégagent tous. J'avais trouvé que c'était un petit peu trop. Quelques semaines plus tard, c'est en français qu'en Tunisie et en Égypte, on a vu apparaître qu'ils dégagent. Dégager. Bref, les peuples règlent des problèmes concrets. Eh bien, je vous dis que pour régler les problèmes concrets auxquels le peuple français, qui a le bonheur de mettre au monde plus d'enfants que tous les autres pays d'Europe, pour régler des problèmes d'instituteurs et d'institutrices, de classes qu'il faut ouvrir, de services publics dont on a besoin, le peuple français, qui ne s'accommode pas d'apprendre que si les RER ne circulent pas en automne, c'est parce qu'il y a des feuilles mortes, qui ne se résout pas à l'idée que si les avions ne décollent pas, c'est parce qu'il y a un fait nouveau qui se produit en hiver, que l'on appelle le givre, qui ne peut pas admettre que, dorénavant, pour mettre un enfant au monde, il faille 2 heures de voiture ou 1 heure de voiture, comme au début du siècle précédent. Pour régler ces questions concrètes, ce peuple qui n'en peut plus de ces élites qui font des phrases, mais sont incapables de régler ces problèmes quotidiens, va se mettre en mouvement. Et alors, mon intention est qu'au moment où il se met en mouvement, et pour l'appeler au mouvement, on lui trace un horizon décent, un horizon rationnel, un horizon républicain. Le système médiatique est la deuxième peau du système lui-même. Mais les généralisations dans ce domaine, comme dans tous les autres, ne veulent rien dire. Il y a des médias, et à l'intérieur de ces médias, des rubriques, il y a des professionnels de toutes sortes. Le média libre est indispensable à l'existence d'une démocratie. En République, il y a 2 piliers fondateurs. Premièrement, l'école, qui crée la personne libre, parce qu'émancipée. Deuxièmement, l'information, le système médiatique, qui, par son apport quotidien, nous permet de demeurer souverains, à condition que l'on puisse opiner entre des points de vue contradictoires et que l'ensemble de la société trouve à se refléter dans ce système. Ce n'est pas le cas. Ce système ne représente qu'une partie de la société idéalisée, moyennisée. 2% d'ouvriers à l'écran, c'est le CSA qui le dit. 18% d'ouvriers et de salariés à l'écran, alors qu'ils représentent 53% de la population active. 60% de cadres visibles, et naturellement une majorité d'hommes, les femmes étant en général à l'écran reléguées à des rôles subalternes. L'image donnée de la société par nos médias est une image lourdement inversée et engagée politiquement. Elle préformate, elle participe à ce que j'appelle l'ordre globalitaire, ordre dans lequel il n'y a pas de bord et tout le monde est pris dans un même système de valeurs et d'incitation. Que peut-on faire? Vous connaissez la réponse classique qui consiste à dire libérer les médias de l'argent. Bien sûr, il faut le faire. Mais cela ne règle pas tout le problème. Ça n'en règle qu'une partie. Nous devons, comme esprit à éclairer, nous interroger sur les raisons qui fabriquent de l'intérieur du conformisme. Eh bien, ces raisons sont économiques et sociales. Si on ne prend pas à bras-le-corps la question sociale et économique de la vie des médias, on ne règle aucun problème. Qu'est-ce qui pousse au conformisme? La précarité. Quand on a son contrat de travail remis en cause continuellement parce qu'on est un intermittent du spectacle ou un CDD, on ne fait pas preuve de bravoure intellectuelle face à ses chefs. Et celui qui vous parle a été dans cette situation dans un média. Et il avait besoin de manger. Et il faisait comme les autres. Il n'allait pas plus loin que ce que supportait le chef. Deuxièmement, la surexploitation qui vise à produire toujours plus d'informations dans un délai toujours plus restreint, avec de moins en moins de monde, crée une fabrication de l'information qui vire de plus en plus au spectacle et fait tourner comme un moulin les mêmes paroles, les mêmes mots, parce que personne n'a le temps de travailler sérieusement. Il faut donc libérer les professionnels des médias de la servitude du régime économique dominant, c'est-à-dire du précariat et de l'irresponsabilité du média par rapport à ses auditeurs et à ses lecteurs. J'y viens, ça sera mon mot de conclusion. Les tenants, c'est-à-dire les lecteurs de journaux, les téléspectateurs doivent recevoir un pouvoir d'opinion sur la façon dont sont conduits les médias qu'ils consomment. Qu'il s'agisse ici d'élections
qu'il s'agisse là de conseils de surveillance, et au total, il devrait y avoir au-dessus de tout un Conseil national qui, réunissant les différentes composantes intéressées à la vie d'une presse libre, exerce en quelque sorte un pouvoir de régulation.